Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1 et en compagnie cette semaine de 4 éditorialistes de talent. Tout d'abord Wallace Cotra de François. Bonjour Wallace. De grand talent, absolument. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. De l'autre côté de la table, on trouve Samir Sabi. Bonjour pour Beurre FM. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Dominique Volton est de retour après Addis Abeba et l'Éthiopie. Notre directeur de recherche au CNRS est toujours là. On nous l'a rendu. Oui, Il a un peu suivi la flamme, mais de loin, on va dire. Oui, parce qu'à Addis Abeba, on ne peut pas dire que ce soit l'activité centrale. Non. Et puis Éric Zemmour. Bonjour Éric, tout va bien? Ça va. Bon, voilà. Alors, nos deux amis, Francis Laloupeau et Nadir Djenad, nous reviendront la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère, si les petits cochons les ont pas mangés. Je vous rappelle l'adresse, ça va s'afficher, je crois, sur l'écran. Hein, vous pouvez nous écrire. Notre adresse mail, c'est hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Voilà. Au sommaire de cette édition, bien, il y aura la fin parmi les plus pauvres qui fait son retour. Hélas, on en reparlera tout à l'heure. Le périple de la flamme olympique qui ressemble de plus en plus à un chemin de croix. Et puis enfin, l'annonce de la fin des abus sur les pensions outre-mer qui pose beaucoup de problèmes, vous verrez. Mais on va commencer par la fin, par ce spectre de la fin. Cette semaine, vous l'avez peut-être vu et entendu, il y a eu des manifestations et des émeutes en Égypte, puis en Haïti. Mais si on en a peu parlé ici, il y a eu une grève générale au Burkina Faso, puis des troubles au Cameroun, au Sénégal, en Mauritanie. C'est dire si ce problème de la faim hante les populations les plus pauvres. Alors, de quoi s'agit-il? Le prix du blé a augmenté. Et du coup, de nombreuses populations n'ont plus accès à l'achat du pain ou du riz, qui sont les nourritures essentielles pour cette partie du monde. Alors, qui aurait pu penser, Wallace Cotra, il y a quelques années, qu'on verrait de nouveau revenir le fantôme de la famine? Il y a une vingtaine d'années, je crois, il y a une journaliste, Sophie Bessis, qui a écrit un livre dont le titre est « La fin du monde ». FAIM. Et donc 20 ans après, pratiquement, on revoit ressurgir. Mais peut-être qu'on s'approche de la fin FIN du monde. Derrière le jeu de mots, derrière le jeu de mots, je veux dire que finalement, il y a une grande crise au nord, crise financière, économique, etc. Et puis, il y a la crise de la faim au sud. Alors, on va discuter sans doute des causes, des explications, etc. Mais ce que j'observe simplement, c'est que malgré la médiatisation énorme, l'importance des médias, finalement, cette crise-là que vous relatez au sud, n'émerge pas dans nos télévisions, etc., ou avec quelques images rapidement. Ah oui. Mais dans la presse écrite, par exemple, française, on voit pas. On en parle moins que la flamme au Tibet. Voilà. Ou même que les crises des subprimes en Occident. Mais absolument. Voilà. Normal, et je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de mobilisation dans les opinions dans le Nord et notamment en France sur la question de l'environnement, du développement durable. C'est important. Mais je crois qu'il faut la même énergie et le même, mobilisation autour de la question du développement et puis de la faim. Mais on en parlera tout à l'heure. Je pense que. Alors, Éric Zemmour, moi j'ai une petite question à vous poser. Wallace commençait à l'aborder. D'après vous, quelles sont les raisons qui expliquent l'augmentation du prix du blé? Et qui semble le principal responsable de la situation, puis l'augmentation du riz, du prix du riz, enfin des nourritures de base. Moi, j'en vois 3 essentielles. On pourra discuter après, si vous le voulez. La première, c'est évidemment l'explosion démographique. C'est-à-dire qu'on est passé en 40 ans d'un monde à 3 milliards d'humains à un monde à 6 milliards. Évidemment, ces gens-là, faut les nourrir, et les surfaces arables ne sont pas extensibles à l'infini. Deuxièmement, il y a le fait que la croissance économique des deux supergéants indiens et chinois fait qu'il y a des centaines de millions de gens, indiens et chinois, qui auparavant faisaient un repas par jour et qui maintenant en font 2. On mange mieux dans ces pays, mais au détriment d'autres pays. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut là aussi, il faut bien les nourrir ces gens, il faut bien leur fournir le blé et le riz, et donc ça fait monter les prix. Vous m'avez demandé pourquoi ça fait monter les prix. Voilà pourquoi. Troisièmement... La demande est plus forte que l'offre. Exactement. Troisièmement, ce que j'ai lu récemment, qui est alors là vraiment intéressant, et qui est le lien avec notre crise financière, c'est que les investisseurs en dollars en ont assez de voir le dollar baisser, et donc leur rémunération baisser, et donc mettent leurs investissements sur les produits alimentaires. Et donc, cette, entre guillemets, spéculation, pour parler vite, sans jugement de valeur, c'est le système monétaire et les systèmes financiers, fait, elle aussi, monter les prix des produits réels. Donc je crois que ces 3 causes-là sont la base de ce qu'on vit actuellement.
Alors, Dominique Volton voulait prendre la parole sur Oui, ce parce sujet. que je pense que Là, on a une explication intéressante. en bonne partie démographique, il y a le même débat depuis le XVIIIe siècle. Si Malthus et... Vous avez les Malthusiens et les anti-Malthusiens. Absolument. Lui, il est Malthusien, je suis anti-Malthusien. Je pense que la richesse, c'est l'homme. Et donc, c'est pas le fait qu'on soit 6 milliards et demi et un jour éventuellement 9 milliards qui fait qu'on n'a pas à manger. C'est pas vrai. Parce que l'intelligence humaine est nettement supérieure à la capacité de reproduction. Mais quand même, quand il dit, juste ou faux, quand il dit il n'y a plus assez de terre. Non, c'est parce que il n'y a plus assez de terre, parce que simultanément, les hommes n'ont pas investi dans les ressources naturelles l'intelligence qu'ils ont par ailleurs investi dans les armements. Autrement dit, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Il n'y a de richesse que d'hommes. En même temps, l'homme a plus de plaisir à se tuer, à se massacrer, ou à faire de la spéculation, ou à faire de l'exode rural. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, plus de 70% de la population humaine vit dans des villes, ça veut dire que si l'humanité n'est pas capable de se nourrir, ça veut dire que pour des raisons d'organisation du capitalisme mondial, des millions d'hommes et de femmes ont quitté les campagnes et se retrouvent dans des villes à faire ce qu'on connaît. Donc par conséquent, on est sur un problème qui n'était pas prévu, parce qu'on pensait qu'on avait vaguement résolu la question de la faim. Voilà. On est d'accord sur la question lancinante de la démographie, on est d'accord sur la question de la ville qui émerge, on s'est beaucoup focalisé sur la question de l'environnement qui émerge depuis 15 ans, tant mieux, mais du coup on pensait. Et en fait, comme les déséquilibres étaient là, ils ont créé leur propre catastrophe sur le fait de l'exode rural, sur le fait que par l'industrie, par l'agriculture industrielle, on a appauvri des milliards d'hectares, que la concentration capitalistique dans les industries alimentaires a fait qu'il y a des effets de spéculation en soi. Et dernière chose qu'a évoqué Eric tout de suite, c'est qu'il y a un lien direct, ce qu'a dit Wallace, c'est qu'il y a un lien direct, hélas, entre la crise du subprime, la spéculation internationale sur le dollar à la baisse et à l'euro à la hausse, et la crise des prix. Donc, par conséquent, la mondialisation, elle va nous obliger à être solidaires sur tout. Et c'est en ça que l'économie capitaliste va être obligée de devenir plus morale. Et bien, la chose que je voulais dire, c'est que, oui, on ne parle pas beaucoup de ça dans les médias occidentaux, mais ce qui est sûr, c'est que dans les médias du Sud, on le sait, que la crise alimentaire arrive. Et là, si vous voulez, il va y avoir un risque d'embrasement. Parce que l'alimentaire, c'est l'essentiel de l'homme. C'est quand même... voilà. Et donc, l'égoïsme des riches et les caractéristiques spéculatives des riches vont être dénoncées, alors qu'en fait, c'est un problème beaucoup plus compliqué que Nord-Sud. Ouais, moi, j'ai envie de poser une question peut-être à Samir, avant de repasser la parole à Eric qui la voulait. Ce matin, j'écoutais un diplomate, je crois l'ambassadeur de France au Sénégal, qui déclarait tout de go. Voilà, monsieur Ruffin, voilà, qui déclarait tout de go, la crise est devant nous. Ce qu'on a vécu, c'est rien. Et qui expliquait par exemple que l'une des raisons, quand on lui demandait une des clés, il disait, au Sénégal, c'est très simple. Ça coûtait moins cher jusqu'ici d'acheter du riz à l'étranger que d'en produire chez soi. Voilà. C'est Alors, la division de travail, ça. Oui. On va peut-être laisser s'exprimer Samir qui n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Oui, et puis j'aimerais peut-être ajouter également peut-être le petit piège tendu par le FMI et la Banque mondiale, lorsque finalement arrivé aux signatures, par exemple concernant Haïti, aux signatures des accords, les enveloppes, l'échange des enveloppes d'aide passe par une libéralisation forcée du commerce et donc d'une ouverture de l'économie. Alors, avec Strauss-Kahn, ça va changer, ça, vous croyez? J'ai pas l'impression que ça puisse changer véritablement aussi rapidement. Et donc, c'est une espèce de piège qui fait que... On pourrait, hein. Attendez, on va laisser mais en tout Samir. cas, pour le moment, c'est pas du tout ce qui est prévu. Et ce qui fait que finalement, ces pays-là, dits émergents, c'est peut-être même une étiquette d'encouragement, dits émergents, donc, se retrouvent un petit peu submergés par des importations trop lourdes par rapport à une production. En Haïti, c'était le cas. Auparavant, ils produisaient eux-mêmes. Il y avait une production agricole qui répondait... L'Artibonite, qui était le grenier de l'île, mais qui répondait complètement aux besoins des populations. Aujourd'hui, ils sont submergés par une importation qui est trop lourde. Oui. Alors, mais il n'y a plus personne pour produire, parce que pour reprendre ce que disait Dominique Volton, je connais Haïti pour y être allé. En Artibonite, on a fait venir les gens à Port-au-Prince qui peuplent les bidonvilles. Alors, voilà. Éric Zemmour, ensuite Dominique Volton. Ils ont mis le doigt sur un point vraiment important. Je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est effectivement les politiques voulues par le FMI, voulues par la Banque mondiale depuis 30 ans, dites entre guillemets libérales, ont en fait poussé, et libre-échangistes on devrait dire, plus que libérales d'ailleurs, ont poussé les économies pauvres à abandonner leur culture vivrière pour des cultures d'exportation et d'importation. Mais je voudrais dire deux choses, toutes de petites précisions dans notre débat avec Dominique Volton sur malthusien et anti-malthusien, parce que je crois que c'est important. Pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'au XVIIIe siècle, nous avons eu un problème de subsistance. C'est-à-dire que le gros problème des hommes, c'était qu'il n'y avait pas de progrès des cultures, qu'on cultivait toujours la même chose, et donc il fallait limiter les naissances. Et que donc, moi je pense qu'on va revenir à ce temps-là, premièrement. Deuxièmement... Mais quelque part, on y est déjà revenu en
Chine. Mais absolument, Avec la nous sommes limitation des d'accord. naissances. Nous sommes tout à fait d'accord. Deuxièmement, pour la solidarité, moi je crois au contraire de Dominique qu'il n'y aura pas plus de solidarité. Au contraire, c'est-à-dire que le retour de la faim dans le monde va provoquer justement un protectionnisme aggravé. On voit déjà des pays qui refusent d'exporter leur riz ou leur blé, et donc je pense au contraire, et moi ça me confirme dans mes Si on intuitions. manque d'avoine dans l'écurie, les chevaux se battent, quoi. Moi, ça Et me en l'occurrence, confirme dans mes ils se protègent. intuitions sur la mondialisation. Je pense que historiquement, il y a eu une première mondialisation avant la guerre 14 qui s'est finie par la guerre 14. Je pense que c'est à chaque fois la même chose avec la mondialisation. On commence par croire que ça va accroître la solidarité et en fait, ça aggrave Les égoïsmes. Et oui, parce que Ça chacun. aggrave les égoïsmes parce que ça chacun touche- essaie de Mais ça touche. de Là, on est au préserver ce qui lui vital. paraît essentiel. Là, Dominique a Bon, raison, alors, on touche au vital. On touche au vital. Alors, Wallace Cotteret, ensuite Dominique Volton. Ouais, je voulais revenir sur la solidarité et puis observer le fait qu'il n'y a pas vraiment de réaction par rapport à l'ampleur de la crise et la faim dans le monde. Il n'y a pas vraiment de réaction. Et j'observe que, par exemple, pour une crise boursière importante, finalement, il y a une réaction tout de suite des Oui, banques. tous les 20 heures, tous les journaux. Non, mais Et même une au niveau des réaction même organisations. de la société, quoi, Voilà, des les banques acteurs de la centrales société. interviennent, réinjectent beaucoup d'argent dans le circuit. L'actionnaire est plus important Pour que une crise que énergétique, l'Africain, le quoi. pétrole par exemple, pour une crise énergétique, il y a une réaction, tout de suite il y a une réaction internationale, mais là, finalement, et le FMI d'un côté, et l'Organisation des Nations Unies, finalement, personne ne réagit finalement. Et je trouve que c'est quelque chose à observer parce que c'est grave. Alors, Dominique Volton voulait la parole. Oui, c'est vrai, je suis d'accord qu'on a plutôt tendance... Il y a deux choses. Un, on ne réagit pas sur la faim parce que je pense que dans l'anthropologie mentale, culturelle des gens du Nord, c'est un problème réglé. qui était vaguement réglé. Absolument. Bon. Oui. Deuxièmement, les pauvres, il faut toujours plus de temps pour s'en occuper que des riches. Ça, c'est tragique et c'est comme ça. Troisièmement, je reviens sur le fond du dossier, en dehors du fait que la spéculation internationale ne fait qu'accentuer, ça c'est vrai, les déséquilibres. Ce qui est frappant dans la question de l'agriculture, c'est que, on a des progrès scientifiques et techniques qui sont considérables et qui permettraient d'augmenter largement la productivité sans arriver à des catastrophes chimiques. Mais, et le disent tous les scientifiques, les enjeux économiques sont tellement puissants dans le domaine de l'alimentaire que du coup, ces progrès scientifiques et techniques n'arrivent pas à arriver à éclosion. Et d'autre part, et ça c'est la double dimension, il y avait toute une tradition pour rendre fertiles les sols ou faire produire, qui était la trace de l'immense intelligence de l'humanité depuis des millénaires, qu'on a complètement fait disparaître en 50 ans, avec les La fameuses culture sur brûlis, des choses comme toute ça. cette intelligence humaine qu'on a dit c'est pas moderne, c'est pas moderne, c'est pas moderne. Et si vous voulez, moi, ce qui me fout hors de moi dans cette question, Les prétendues révolutions vertes sont responsables de la situation dans laquelle on est alors, aujourd'hui. il y a une quoi. intelligence humaine qu'on a complètement évacuée en 50 ans, alors qu'en fait, elle avait des millénaires de tradition. Parce que soi-disant, tout ce qui est traditionnel est mauvais, alors qu'en fait, il y a une intelligence humaine formidable dedans. Et que deux, il y a de la science qui est capable de produire des choses. Et là, elle est contrecarrée par les enjeux économiques. Il faut appeler un chat là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Zemmour. C'est que c'est vrai que cette mondialisation, ça s'appelle renforcer les riches et renforcer les pauvres. Et au bout d'un moment, ça fait une catastrophe. Alors, le problème, c'est comme ça se joue. Alors, la dernière Allez, chose, oui. c'est que la mondialisation de l'information va nous jouer encore un sacré tour. C'est que même s'il y a un retard à l'allumage, on va les voir, les images. Parce qu'il y a partout une caméra, une radio, une télévision, un ordinateur. Donc, par conséquent, si je puis dire, il va y avoir une espèce de prise de conscience, et ça ne peut que mettre le feu aux poudres, notamment sur les inégalités des pays, des pays émergents. Développement émergent, Et ouais, enfin, on et les je veux appelle dire- comme on veut. Avant, on les appelait tiers-monde, on n'ose plus. Deux petites choses, moi, j'ai... deux petites choses qui n'ont rien à oui, voir, oui. qui n'ont rien à voir, mais deux petits points. Le premier, un des points, si j'ose dire, positifs de tout ça, c'est une chance inouïe pour l'agriculture française. Parce que c'est une des plus grandes agricultures Le du grenier monde, de l'Europe. avec les États-Unis et le Brésil. Donc ça, c'est une chance fantastique, alors qu'ils étaient jusqu'à présent martyrisés entre guillemets par l'Europe, etc., et par les bien-pensants écologiques, etc. Là, ils vont redevenir, les nourriciers du monde. Hein. Deuxièmement, Il faut dire qu'on a la deuxième Deuxième agriculture du monde. agricole au Pour monde. l'exportation. Après- Absolument, après les absolument. États-Unis. Derrière les États-Unis. Ouais. C'est pour ça que je l'ai dit. Et deuxièmement, qui n'a rien à voir, mais je signale ce point-là. La Révolution française a été précédée de 2 hivers de famine. Eh oui, les en fameuses 1788 révoltes et frumentaires. Les 1789. fameuses révoltes Donc frumentaires. vous avez compris ce que je veux dire, c'est que je On pense va que vers ça la révolution, dit Éric Zemmour. Non, mais des révolutions dans beaucoup de pays. Moi, je pense qu'en Égypte, etc., les islamistes vont se régaler, et pas seulement les islamistes. Bon, alors, attendez, on va laisser la parole à Samy. On a oublié peut-être aussi les biocarburants qui commencent à Alors, concurrencer fortement aussi les produits. Ouais, complètement. Ouais. Alors, moi, j'aimerais poser 2 questions. Une première très rapide à Dominique Volton, justement, puisqu'il veut la parole. Justement, il parlait des émeutes frumentaires d'avant la Révolution. Quelles répercussions politiques ça peut avoir sur les gouvernements? Parce qu'il y a l'égoïsme des uns et des autres, mais il y a un moment, l'équilibre de la planète
risque d'être en cause si des gouvernements tombent face à des révoltes frumentaires. Et là, l'Occident ne peut pas rester les bras croisés. Alors, trois choses. La première, c'est qu'on... Même si on est cynique. Oui, non, mais je vais répondre à votre question. Mais avant, ça me Avant, vous voulez dire... Je voulais dire à Zemmour qu'il n'y a pas de déterminisme historique et c'est pas la peine de voir les fondamentalistes musulmans dans l'espèce de discours qu'ils maintiennent en permanence. Pas seulement, j'ai dit pas seulement. Il y a des crises politiques à l'occasion. Il peut y avoir des crises politiques à l'occasion des libertés, il peut y avoir des crises politiques à partir de l'alimentaire. Je suis d'accord, on verra. Mais c'est vrai, c'est que si ça déstabilise sur le plan alimentaire, ça risque de provoquer du politique. Au niveau international, on va être face à la contradiction à résoudre. Vous parlez souvent de la communauté internationale. On va faire quoi, là, la communauté internationale? Mais c'est le même... Je veux faire la même réponse que pour la démocratie. Tous les matins, le modèle démocratique n'est pas à la hauteur de ses ambitions et de ses responsabilités. Mais ça reste le seul. Tous les soirs, on le retricote. Là, la communauté internationale va être confrontée à un vrai choix politique. Est-ce qu'on touche à certaines spéculations? Est-ce qu'on touche à certaines concentrations excessives des grands groupes alimentaires mondiaux? Est-ce qu'on aide les États à avoir une production locale? Et à ce moment-là, et alors notre brave patron du FMI et tous les autres vont mettre... Vous voulez dire le spécialiste Dominique Strauss-Kahn, bien sûr, et monsieur FAO vont être obligés... La FAO va être obligée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est au-delà de ça. Moi, ce qui m'intéresse, si on échappe à la famine, c'est de rééquilibrer anthropologiquement une vision folle du monde qu'on a actuellement. La vision folle du monde, c'est de dire il n'y a d'avenir et de valeur de l'homme que dans la science, la technique et les techniques de communication pour aller vite. Et le secteur primaire, c'est la nature et on a oublié. On a oublié ce qui pendant des siècles a fait là. Et si au moins, à l'occasion d'une crise comme celle-ci, on pouvait anthropologiquement revaloriser l'immense intelligence, l'immense capacité culturelle qu'il y a dans le rapport à la nature. Et puis surtout le besoin vital, comme vous le disiez tout à l'heure. Bien sûr. Donc voilà, si on pouvait un peu sortir d'Internet, si on pouvait un peu, à l'occasion de ça, sortir d'Internet et admirer un peu plus le paysan, voilà, je trouve que c'est une conséquence au moins formidable. Et ce serait quand même à espérer. Et pour tous les pays pauvres qui n'arrêtent pas d'attirer vers les grandes villes des millions d'hommes et de femmes dont on perd toute la trace d'intelligence, on leur dit, mais attendez, c'est plus intelligent de faire de l'agriculture que d'être moderne, à avoir votre iPod, votre semi-ordinateur, etc. Alors il faut bien qu'ils les aient, puisque nous on les a, les ordinateurs. Donc il ne manquerait plus que le Sud ne les ait pas, que nous au Nord on les ait. Mais de grâce, arriver à casser ce modèle et revaloriser dans un pays comme la France, qui de ce point de vue-là est intéressant, l'agriculture française, qui est très moderne, a quand même toujours été dévalorisée depuis 50 ans, alors qu'en fait on s'aperçoit que pour l'Europe, c'est moteur. Donc c'est moteur, mais ça peut dire la même chose pour le Maghreb, pour l'Afrique, pour l'Asie, pour le Proche-Orient, pour l'Amérique latine. Bon, je crois que là, on est à peu près d'accord. Voilà, Spectra veut rajouter un mot, puis on va passer à la suite. La situation en France, donc on a parlé de l'agriculture, c'est positif, mais évidemment que ça va poser un problème au niveau de l'immigration. Oui. Parce que la misère d'un côté... La misère pousse les gens à quitter la misère. Les gens veulent quitter la misère. Donc évidemment. Donc c'est vraiment, on peut dire que les médias qui en parlent peu ont peut-être bien tort. Parce qu'il faut souligner quand même que c'est difficile de trouver les informations en France. On en parle assez peu, finalement. Oh, il y a des papiers quand même tous les jours. Il y a des papiers. Sur les émeutes en Égypte, il y a des papiers. Oui, mais si vous comparez avec ce qu'on nous a dit sur les subprimes aux 20h de tous les journaux télévisés et tout, bon, on va en rester là, je vais pas laisser le débat. La situation au Cameroun. La hiérarchie. Dominique Volton. Oui, quand même. Les médias sont beaucoup trop nationaux et beaucoup trop européens. Et vous regardez le nombre de journalistes scientifiques ou de problèmes d'agriculture car dans les rédactions il n'y en a pas. Par contre, le nombre de journalistes qui suivent la politique intérieure, il y en a beaucoup trop. Si bien que la politique intérieure, dans la radio, la télévision, la presse écrite, on ne parle que de ça. Et la mondialisation, on n'en parle pas. Ceci dit, aspect positif, les journalistes ont tous les défauts du monde, mais au bout d'un moment, ils entendent la réalité. On vous remercie. Il y en a 4 autour de la table. Je sais, c'est pour ça que je le dis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura une réaction. Vous savez, on peut vous dire vous passez votre temps à critiquer le monde entier, on peut de temps en temps s'autoriser à vous critiquer un tout petit peu quand même. Surtout que ce que je dis était plutôt positif. Ça réagira. Voilà. C'est vrai que la une des journaux aujourd'hui, c'est Monsieur Sarkozy de A à Z. Non, et de Z à. Non, c'est plutôt sur un sujet beaucoup plus important. C'est la carte famille nombreuse. C'est un symptôme important. C'est un symptôme important aussi d'un refus de voir un certain nombre de problèmes sociaux. Enfin, bon, ça sera une autre discussion. Bon, on va revenir à ce qui nous a occupé toute la semaine. Si vous avez regardé la télévision et la radio, le parcours de la flamme olympique après Londres, Paris et San Francisco, c'est Buenos Aires, en Argentine qui accueillait la flamme. Je ne sais pas ce qui s'est passé au moment où nous enregistrons l'émission. Il y a fort à parier qu'il s'y est passé à peu près la même chose qu'à Londres, Paris et San Francisco. C'était un parcours chaotique ou parfois clandestin selon les cas. Preuve à quel point l'opposition à la politique chinoise au Tibet s'est exprimée, en Occident en tout cas. Alors cette opposition est-elle aussi marquée, cette opposition à la politique de la Chine est-elle aussi marquée auprès des gouvernements?
gouvernement là. Là, ça va mieux parce que l'un des meneurs de la manifestation, Dominique Volton, est avec nous. Donc, bon, alors on a appris que Dominique Volton menait la manifestation. Wallace, vous avez l'impression que les gouvernements sont en phase avec les populations qui manifestent le long du parcours de la flamme, vous ou qui sont plus prudents pour dire la vérité? En tout cas, il y a deux choses importantes qui se dégagent. Et la première chose, c'est que je crois que tout le monde veut préserver les jeux. Je crois que tout le monde, il y a quelques appels. Il n'y a pas vraiment de voix qui demandent à boycotter les jeux. On demande éventuellement à boycotter la cérémonie d'ouverture. Il faut préserver les jeux. Il faut préserver les jeux, l'esprit des jeux. C'est une rencontre, c'est une belle rencontre quand même au niveau du monde. Berlin en 36 aussi. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe au Tibet est inacceptable, donc il faut le montrer aussi, quoi. Et je crois que, par exemple, en France, ce qui a fait l'objet d'une confusion, c'est que on sait plus trop finalement. Il y a à la fois les jeux et on discute pas sur les jeux, et d'autre part les manifestations pour le Tibet, il faut les laisser s'exprimer, quoi, finalement. Alors, Éric Zemmour, là, on vient d'apprendre que Gordon Brown ne se rendra pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Je crois qu'Angela Merkel a déjà dit la même chose. Bientôt, notre président va être président de l'Union européenne aussi. Comment il va faire? Il va susciter une position commune à l'Union européenne. Comment il peut faire? Pour l'instant, il y a des pays qui désapprouvent, et pas des moindres, puisque la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont quand même deux pivots de l'Europe. Surtout que l'Angleterre, jusqu'à présent, Gordon Brown a fait volte-face. Parce que jusqu'à présent, il voulait y aller. Mais là, voilà. Donc, mais moi, je pense que c'est plutôt bon pour Sarkozy. Ça va lui permettre de sortir de son hésitation. Il va se cacher derrière sa présidence européenne et il va dire, nous devons trouver une position commune, et la position commune, ça sera de ne pas aller, dirons-nous, à la cérémonie d'ouverture. Moi, je crois que c'est plutôt tactiquement, c'est plutôt sa chance d'être président de l'Union européenne, parce que là, pour l'instant, il a vraiment été d'un pied sur l'autre. Il a dit, nous appelons à plus de retenue. Oui, ça. Entre la réelle politique et la réelle économique, si j'ose dire, puisque les Chinois sont quand même l'atelier du monde et que ils financent en plus le déficit américain, et par ailleurs l'opinion, plus ou moins manipulée d'ailleurs par des professionnels de l'agitation, c'est toujours les mêmes. Les expressions professionnelles de l'agitation. Oui, c'est les professionnels, je veux dire, ils sont c'est les altermondialistes, anti-OGM, anti-Tibet. Mais c'est pas une maladie honteuse, non? Non, mais c'est l'opinion. C'est des professionnels. Mais c'est la théorie du complot. Mais c'est pas un complot, c'est des professionnels. Avant, c'était la Birmanie, c'est la quinzaine de l'indignation tous les 15 jours. Il y a la Birmanie, après il y a le Darfour, après il y a le Tibet, et après il y aura l'Algérie, et après vous pensez qu'il n'y a pas matière? Mais vous pensez qu'il n'y a pas matière? Mais il y a matière sur les 3/4 de la planète, mon cher Jean-Marc. Donc moi je veux bien. La Chine, ça fait 50 ans que la Chine est un régime effroyable. Certains, comme Ménard et RSF, il y a 30 ans, adoraient le maoïsme. Là, ils découvrent que la dictature communiste est effroyable. Moi, je trouve ça très sympathique. De mettre en cause des gens qui sont pas là pour répondre. Mais je l'ai déjà eu en face à la télé, donc c'est pour ça que je me permets. Et que moi, je pense que si on voulait vraiment faire quelque chose sur la Chine, les droits de l'homme, etc., on devrait, dans ce cas-là, mais ça fait longtemps, boycotter les produits fabriqués en Chine. Ça serait une action efficace, mais que personne ne proposera. Vous proposez un boycott économique? Non, mais moi, je propose rien. Non, mais éventuellement, vous envisageriez... Je dis que tout ça, c'est du cirque. Voilà, c'est du cirque, c'est du cirque médiatique, droit de l'homme, c'est de la posture, ça fait plaisir. C'est de l'ordre du symbole. Mais même pas, c'est de l'ordre de la posture médiatique. Alors, c'est de l'ordre de la posture médiatique. Dominique Volton. Je suis en désaccord. Faut-il mettre un boycott économique sur les produits chinois? Ça, c'est le problème. Je suis en désaccord total pour une raison très simple. Quand quelqu'un dit, il y a des professionnels de l'agitation ou de la critique et qui manipulent les opinions publiques, je réponds toujours la même chose d'un point de vue théorique. Si des gens peuvent manipuler l'opinion publique, ça veut dire que les citoyens sont des abrutis. Or, les citoyens, ils sont le fondement de la légitimité démocratique. Donc, faut choisir. Ou bien on accepte le modèle démocratique qui reconnaît que l'intelligence humaine est suffisamment forte pour que, dans le vote, se manifeste la légitimité. Et c'est le même citoyen qui regarde la télévision, qui écoute la radio, qui lit les journaux. Donc, par conséquent, le postulat d'intelligence que nous avons dans le citoyen depuis le XVIIIe siècle, il nous interdit de dire que d'une part, il est intelligent quand il vote, et d'autre part, il est manipulé par des leaders. Mais je ferme cette parenthèse. Il y a quand même des démagogues qui ont... Permettez, pour l'instant, les démagogues, en 80 ans de démocratie dans le monde, si vous les mettez sur la liste sur les 80 pays qui ont à peu près des régimes politiques, vous en avez 5 démagogues sur 80 pays dans l'histoire des... Faut pas exagérer. Vous savez, tout le monde... Des tyrans, vous parlez pas des démagogues. C'est autre chose. Les tyrans, c'est autre chose. La dictature, elle a toujours existé, elle existera toujours. Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire de la flamme, c'est une contradiction entre deux logiques et qui sont embêtantes pour la démocratie. D'une part, on nous vend, avec, je suis d'accord, des inégalités complètes, les droits de l'homme, comme étant la seule valeur de l'humanité. Et mine de rien, même s'il y a beaucoup d'ambiguïté, c'est quand même une valeur d'une force considérable.
Parce que reconnaître l'égalité de l'autre, c'est quand même, il a fallu 5 siècles pour y arriver. Enfin, c'est dans le christianisme. D'une part, bien sûr, mais il a fallu politiquement bon, d'une part. Et d'autre part, on a le discours de la réelle politique qui consiste à complètement se voiler. Et le choix qu'on a fait sur la Chine est un choix totalement discutable, mais qui a consisté à dire on va les favoriser pour qu'ils sortent de l'économie communiste, qu'ils arrivent à une logique capitaliste, et comme ça s'est passé en Europe entre le XVIIIe et le XXe siècle, après l'économie capitaliste, il y aura l'aspiration à la démocratie. C'est ce qu'on dit toujours. D'abord le commerce, et ensuite la démocratie. Or, ce schéma historique qui a valu chez nous en 3 siècles, rien ne prouve qu'on puisse l'exporter dans le reste du monde. Donc, la question qui se pose, c'est à partir de quand, puisqu'on vend, quand je dis qu'on vend, c'est pas péjoratif, quand le monde entier vend les valeurs des droits de l'homme et la démocratie, jusqu'où est-ce qu'il va pouvoir gérer la contradiction entre certains pays où c'est jamais... Je ne sais pas. Alors, bien sûr que je ne pense pas que le régime du Tibet soit la plus grande démocratie. Bien sûr que non. Oui, c'est bien de rappeler aussi, parce que peu de gens le disent quand même. Mais attendez, on défend des valeurs indépendamment des réalités historiques. Les valeurs transcendent des réalités historiques. Donc, par conséquent, l'affaire qui se joue, c'est au-delà du Tibet actuellement avec la Chine. C'est est-ce qu'un pays comme ça peut s'ouvrir? Et même si demain on nous montre... Moi, j'ai ouvert une coopération scientifique avec la Chine, j'y vais la semaine prochaine. J'y vais, je suis hésitant. Mais je pense qu'on a quand même intérêt à y aller que de ne pas y aller. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, il faut y aller en étant comment dirais-je, conscient qu'ils ne pensent pas comme nous. Et vous avez vu qu'il y a des réactions extrêmement nationalistes en Chine, parce que naturellement, les Chinois se sentent mis en cause. Ils sont agressés. Oui, mais la vraie question... En tant que peuple. Mais bien sûr, mais nous aurions la même réaction. Mais on doit tenir compte des deux. Nous avons des valeurs sur lesquelles on ne doit pas renoncer. On doit tenir compte du point de vue de l'autre, mais on doit quand même essayer de faire un petit... C'est pour ça que moi, je suis fasciné par la communication, parce que la communication... C'est mon domaine de recherche, c'est de la négociation. Et on se rapproche un petit peu, on ne se comprend pas, mais on essaie de trouver un point d'entente. Et les Chinois, on a raison de faire pression, même si c'est ambigu, et on a raison en même temps de ne pas les humilier. Il faut faire les deux à la fois. Ce que fait avec parenthèse et beaucoup d'intelligence le Dalai Lama. Parce qu'il dit, il faut y aller au jeu, alors qu'il pourrait dire, il faut les boycotter sur le fond. Il dit pas ça, lui. Hein, il demande même pas l'indépendance. Il demande même pas l'indépendance. Donc l'intelligence politique, c'est compliqué. Finalement, vous avez dit l'essentiel, mais je crois qu'il faut défendre les jeux. Il faut défendre les jeux, même si ça doit s'exprimer. Défendre les jeux, dites-vous. Faut défendre l'esprit des jeux. Pourquoi ça mérite d'être défendu, les jeux? Non, parce que je crois que c'est trop facile aussi de mettre tout sur les jeux. J'ai l'impression que... Non, mais attends, pardon, il pose une vraie question. Parce que moi, j'adore le sport, je vais me planter devant ma télé pendant des heures en regardant les jeux. Hein. Mais il faut quand même poser la question. Ça va être quand même le règne de l'argent, du dopage. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Absolument, bon, on est d'accord. Donc c'est pour ça que ça fait partie de la vie, le spectacle. Oui. Et puis le sport est à l'image du monde. Voilà. Mais je trouve que finalement, c'est ce que je veux dire, c'est que les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie? J'ai formulé ma question plus précisément. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie dans tout le discours de l'olympisme, c'est la paix, l'olympisme, c'est tous frères, l'olympisme, c'est un message international. Pousse. Excuse-moi, Wallace. Oui, vous avez raison, il y a une ambiguïté de l'hypocrisie. Mais c'est la même chose pour le mot démocratie ou pour la communauté internationale. Vous pouvez, c'est le coup du verre à moitié plein, à moitié plein. Vous avez raison, mais en même temps, on peut admettre qu'il y a dans l'humanité une aspiration à dépasser toutes ces haines et à faire de temps en temps des événements dont personne n'est dupe, mais qui retracent le sens de l'humanité. Je vais aller encore plus loin dans ma question. Alors, voilà, juste terminer pour dire, finalement, il faut défendre ce moment où, finalement, tous les pays du monde, alors, c'est vrai qu'il y a les annonceurs, c'est un enjeu financier, c'est un enjeu politique, etc. Mais il y a un moment où on se retrouve tous, et puis voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la situation au Tibet, et il y a plusieurs autres moyens de faire connaître l'opposition à la politique chinoise au Tibet. Notre président était en Chine il n'y a pas longtemps, sans la ministre, chargée de... sans Ramayad, sans la ministre chargée des droits de l'homme. Il n'y a pas eu de protestation importante en France, etc., etc. Il y a plusieurs moyens de dire, voilà, attention, la situation... On n'est pas obligé de toucher aux Jeux Olympiques, dites-vous, finalement. Il y a d'autres moyens. Bon, ça se manifeste, c'est bien que l'opinion se manifeste. Aux Jeux Olympiques, il aurait pu le faire en 2001. Il n'aurait pas fallu donner à Pékin. Il a raison, c'est vraiment incroyable. Il est trop tard, quoi. Mais il est complètement trop tard, d'autant plus que là, en fait, on vit une espèce d'agitation. Moi, je partage un petit peu le point de vue d'Éric Zemmour, c'est une agitation un petit peu et complètement, j'allais dire même inutile,
dans le sens où on est dans quelque chose d'à peu près de récupération de certaines organisations non gouvernementales ou peut-être que oui finalement. Les JO finalement, enfin en tout cas cette ouverture, ce passage de la flamme a été récupéré entièrement par ces organisations qui en ont fait leur propre JO. On a vu, ce sera à qui aura la star la plus glamour, à qui grimpera les pieds de la Tour Eiffel pour étirer son étendard et le drapeau tibétain. Or, il me semble concrètement que s'il n'y avait pas eu cette flamme, le passage de la flamme, on n'aurait jamais parlé du Tibet. Voilà, aujourd'hui, ça aussi, on c'est n'en aurait une question absolument jamais intéressante. parlé. C'est-à-dire que sans Jeux Olympiques, il y a le problème des pas Ouïghours, de problématique autour du Tibet. Il y a le problème des Ouïghours, oui, des musulmans ouïghours, absolument, qui sont dont on massacrés parle aussi, absolument on pas. parle. Et au lieu de parler, avant peut-être de parler de droits de l'homme en Chine, on devrait parler de droits sociaux, qui est un vrai problème en Chine populaire, contrairement les organisations syndicales n'existent pas. Il y a des codes qui sont chinois qui ne sont pas du tout occidentaux. Alors, Dominique Volton, qui trépigne pour répondre. Allez-y, je plaisante, Dominique. Bon, je suis d'accord que la question politique n'a pas été posée très bien. Mais c'est normal, on connaît rétrospectivement l'ambiguïté dans laquelle ça a été fait. Ceci dit, c'est comme toujours dans la politique, c'est pas parce que ça n'a pas été bien monté, bien pensé et que ça a été tordu qu'il faut plus rien faire après. Et c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas seulement ça, il n'y a pas seulement le statut du Tibet, parce que je prends un autre pays qui est loin, l'Irak, les Kurdes, je prends un immense problème, qui est quand même une des nations qui est la plus écrasée depuis 70 ans. Donc il y en a plein de situations comme ça. Revenons à la Chine. C'est pas parce qu'effectivement c'est ambigu que ça ne permet pas de soulever des choses. Et j'ajoute que pour tous les militants des droits de l'homme, même si parfois certaines causes sont douteuses, mais toutes les causes sont douteuses, hein. Même toutes les causes sont douteuses. Je crois pas. Je m'inscris en faux. Non, mais je plaisante, mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais oui, le fameux mot de Mitterrand, rien n'est noir ni blanc, tout est gris. Bon, il a pas tort. et donc, par conséquent, il faut prendre les hommes pour ce qu'il y a de meilleur d'entre eux. Et si un certain nombre de militants ont été s'accrochés à la Tour Eiffel, c'est quand même pas pour faire du narcissisme. C'est dangereux. C'est dangereux. Attendez, peut-être cette dimension existe, je vous l'accorde éventuellement, mais c'est aussi courageux, c'est pas facile. C'est pas facile, ils se font. Oui, mais attendez, c'est comme si vous me réduisiez, je suis d'accord. Mais c'est qu'aujourd'hui, 30 ans après, les ONG existent partout dans le monde, et quand on observe sociologiquement le fonctionnement des ONG, 80 ou soit une bonne partie, c'est du conflit entre elles. Ça n'invalide pas le concept des ONG. C'est tout à fait normal, c'est des organisations humaines. Donc sur les JO, vous savez, vous n'êtes pas séduit par les ONG. Les ONG, elles ont fait un boulot d'émancipation, de critique, de réflexion en 50 ans qui est absolument considérable. Il y a deux grands mouvements qui ont fait du militantisme humain et qui ont fait avancer la cause un peu de la liberté. C'est les mouvements écologistes, parce qu'ils ont quand même permis qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît qu'on ne peut pas laisser la poubelle à nos enfants. Et la deuxième chose, ce sont ces ONG qui ont dépassé l'arrogance des États et les monstres froids des États et qui ont permis de poser politiquement des tas de questions. On va pas je vais vous dire pourquoi, parce que là il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'ONG, les États, comment ça se passe. Attendez, Dominique les Volton. limites des mouvements anti-Tibet, oui, je suis d'accord. On reste un peu sur ce mieux vaut qu'on pose cette... Là, il y a eu un lynchage depuis le passage de la flamme gratuit. On a mis la Chine devant. Oui, enfin. Alors on va laisser Samir juste expliquer. Non, enfin gratuit ou pesé, peu importe en fait le terme, lâché sur la place comme un petit peu le démon sur lequel on peut s'acharner. Effectivement, pourquoi pas. Il y a eu quelque chose d'assez risible et presque surréaliste où on a vu les parlementaires sortir entonner la Marseillaise comme si d'un coup un envahisseur étranger était en train de posséder Paris. C'est un petit peu ce lynchage. Et puis c'est peut-être aussi la transposition en même temps d'un problème dont on ne connaît pas forcément les enjeux, dont tout le monde s'est approprié un petit peu le sujet. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est toujours comme ça. Mais sans doute, mais il n'empêche que voilà. Oui, mais ça va mieux dans ce sens-là que dans le sens du racisme, de la xénophobie ou de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les ambiguïtés des mouvements, par exemple, quand vous voyez des députés qui sortent de toutes tendances confondues effectivement et qui disent ça, moi je préfère ça parce que ce qui se joue comme mobilisation sur un truc qui est peut-être du déplacement, de la méconnaissance. Moi, je suis toujours intéressé quand les hommes se révoltent, voilà. Parce que c'est tellement difficile de se révolter. Attendez, c'est facile quand on a l'impression que les bureaucrates, c'est peut-être pas plus mal que les bureaucrates. Attendez, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Je dis, excusez-moi, vous êtes pas là. Si les journalistes se rebellaient, cher Dominique Volton, ça se saurait. Moi, je ne disqualifie jamais a priori. Lénine n'était pas journaliste, non? Non, moi, je serais encore plus en disant que Nicolas Sarkozy a eu tort d'hésiter à savoir s'il devait ou pas y aller. Il y va. Enfin, il me semble que c'est une erreur stratégique complète. En même temps, vu la situation et vu le retard que la France a au niveau économique en rapport avec la Chine, par rapport à d'autres pays. Ça, c'est vraiment de la réelle politique. C'est la réelle politique. Il faut y aller. Mais parce qu'on y est et parce que Gordon Brown, contrairement à ce qui est dit, n'y va pas parce que c'était prévu depuis très longtemps et qu'en l'occurrence, Tessa Joel, qui est ministre chargée des JO, va représenter Monsieur Brown et les Britanniques à l'ouverture des JO de Pékin. Donc, si c'est un boycott qui n'est pas concret, qui n'est pas, qui est complètement
Oui, mais attends, je vais sur le fond des opinions publiques, sur le rôle oui, vous avez raison, c'est ambigu, c'est contradictoire, mais c'est comme ça que l'histoire du monde avance, surtout sur la prise de conscience des enjeux de la démocratie. Par exemple, vous diriez, c'est ambigu, que les opinions publiques se mobilisent sur le Tibet, pas sur autre chose. Je suis d'accord. Mais au moins, c'est déjà ça de prix. Et comme les opinions publiques sont... Attendez, laissez-moi juste... Il y a des années... Mais qui vous êtes pour portagement de valeurs? Non, je parle à lui. Qui vous êtes pour portagement de valeurs sur des millions de comportements d'êtres humains? Soyons honnêtes, journalistiquement, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu beaucoup de manifestants, mais il n'y en a pas eu des millions. Mais vous permettez... Il faut dire les choses comme elles sont. Sur les opinions publiques concernant le statut du Tibet en Chine, ce sont des millions d'opinions publiques occidentales. Voilà. Certainement. Et les gens, ils regardent la télé, donc ils disent, bah oui, ils sont méchants avec les Tibétains. Ils regardent qui à la télévision? 5 minutes, ils s'en moquent. Je voudrais finir. Attendez, on va laisser finir Bolton et on va avancer un peu. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des ambiguïtés, comme toujours dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est la lente montée en puissance critique des opinions publiques mondiales, qui progressivement, grâce à l'information, grâce à la culture, grâce au voyage, grâce à la connaissance, sont de plus en plus vigilantes. Et c'est dans ça que les ONG, plus les sociétés civiles, plus les militants jouent un rôle essentiel, parce que les gouvernements vont de plus en plus être obligés de tenir compte de ce rapport de force. Pour vous, Dominique Bolton, c'est le côté intéressant de la communication. Ce qui risque de se passer également, c'est qu'après, justement, on va finir après. Ce soutien autour du Tibet, on sait que ces formes d'indignation, comme le soulignait Éric Zemmour tout à l'heure, sont éphémères. Complètement. Mais elle repartira sur autre chose. Et sans doute que la population... Mais qui vous êtes pour disqualifier ce que les hommes font en se révoltant? Mais quand vous vous révoltez en permanence, la population tibétaine à ce moment-là va subir un peu plus le joug. Pourquoi pas? Ils se révoltent pas, Dominique, ils ont envie. Attendez. On va se calmer un instant. Je crois qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord. Ils ne se révoltent pas, ils en vivent. C'est des professionnels de l'indignation. Mais je ne parle pas des gens. Attendez, là, je crois qu'on va sur un faux débat, parce que je vais vous dire, entre Dominique Bolton qui parle de millions de gens dont on n'a pas vraiment la preuve, et vous qui parlez de professionnels dont on n'a pas plus la preuve. Attendez. On les voit, les professionnels. Non, on les voit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le sondage n'a jamais été... Je prends un exemple. Sur l'Irak, vous avez 8 millions de gens... On va s'arrêter là. Je prends un exemple sur le problème des gens anonymes. On en finit là. 8 millions de manifestants ont manifesté dans les 4 grandes capitales européennes qui étaient engagées avec les Américains dans la guerre d'Irak. Quand vous avez 8 millions de gens qui descendent dans la rue comme ça s'appelle des opinions publiques. Alors, mais on n'a pas vu ça sur le Tibet. Mais non. Mais attendez, on en sait rien ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on n'a pas vu ça. Pour l'instant, on parle de ce qui s'est passé. Même sur les professionnels de ce que Zemmour dit avec mépris, même les professionnels de la, je sais pas comment vous les appelez. De la contestation. Eh bien, même ceux-là, je ne m'autorise pas à qualifier ce qu'ils pensent dans leur tête. Alors, Wallace Cotra qui veut la parole. Je veux juste te rappeler que c'est quand même des Jeux Olympiques, finalement, et que, comme je disais tout à l'heure, c'est important de laisser maintenant la parole aussi aux sportifs, quand finalement on les entend pas du tout. Mais ils ont pas besoin de parler, il faut qu'ils courent, il faut qu'ils sautent, qu'ils prennent la parole, qu'ils parlent de... Ils ont même demandé à ce qu'on les laisse un peu dans la mesure où ils considéraient que le rôle des politiques, c'est le rôle des politiques, le rôle des sportifs, c'est le rôle des sportifs. Surtout pas qu'ils parlent. Ouais. Enfin, surtout pas. On aura non, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il y a un petit côté provocateur chez Éric Zemmour parfois. Ah, mais j'ai le droit de faire du moi aussi. Oui, vous avez tout. Parce qu'après, on dit les sportifs français sont jamais là le jour des grands rendez-vous. Donc c'est pour ça que je plaisante en disant qu'il faut surtout pas qu'ils parlent et qu'ils se préparent. Voilà. Bon, en fait, on aura certainement l'occasion d'y revenir parce que de toute façon, pour l'instant, les choses vont continuer. Puis la position officielle de la France risque de changer. On ne sait pas encore. On va passer à un sujet totalement différent. Les retraites boîte aux lettres. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous travaillez 6 mois outre-mer, par exemple, dans votre vie. Et puis le jour de vos retraites, vous pouvez bénéficier, il y en a une adresse sur place, d'une pension indexée, c'est-à-dire augmentée d'un pourcentage. Alors c'est une anomalie qui existe depuis longtemps pour les petits malins qui savent jouer avec la loi, parce que la loi est évidemment pas faite pour ça. Seulement voilà, l'État est pauvre, on le sait tous, et le président l'a dit parmi d'autres mesures, on se dirige vers la suppression de ce supplément de pension. Alors le seul risque, c'est peut-être qu'en supprimant cet abus, ou en disant qu'on veut supprimer cet abus, on supprime aussi l'indexation sur la pension, et là ça pose un autre problème. Wallace Cotra voulait intervenir sur ce point, ou plutôt Dominique? Ah ben attendez, moi Dominique, je crois que outre-mer, si je puis dire, il ne faut pas profiter de la réduction d'une inégalité comme un moyen de dire que l'outre-mer coûte trop cher. Autrement dit, l'outre-mer, ça fait partie de l'identité politique culturelle française,
Que les dépenses qui sont faites outre-mer aient besoin d'être revissées, c'est une évidence absolue. Et puis là, c'était un abus, là. Et là, c'est un abus. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on réduise les abus qu'il y a outre-mer sur ça, comme on réduit les abus qu'il y a, par exemple, du côté de Bercy ou du côté d'un certain nombre de grandes administrations ou de certains secteurs de l'économie, de la finance ou de l'UIMM. Donc par conséquent, je suis pas plus scandalisé par la dénonciation de cet abus. Par contre, là où je suis scandalisé, c'est par glissement. On disait, écoutez, l'outre-mer coûte très cher, parce que si elle coûte très cher, c'est avec l'État n'assume pas sa responsabilité. Et quelque chose que je dis ici depuis longtemps, l'outre-mer. Ce que vous craignez, c'est qu'on jette l'enfant avec le sable de la baignoire, comme on dit. Hein. Et l'enjeu, c'est l'outre-mer, ce sont des droits et devoirs. Et dans la mesure où l'État n'y assume pas nettement sa responsabilité et achète très souvent la paix sociale par trop d'argent distribué, on gâte, on pervertit les rapports sociaux. Et du coup, on se retrouve dans un jeu complètement pervers où la métropole est considérée comme une puissance coloniale, les outre-mer considérés comme des populations qui n'ont le droit que de demander de critiquer. Et c'est ce jeu pervers qu'il faut casser. Il faut arriver à ce qu'il y ait des droits et devoirs des deux côtés. Et si ça passe par de la réduction d'un certain nombre de magouilles comme celle-ci, en vrai, je ne la connaissais même pas pour tout dire. Ah oui. Il y en a certainement d'autres. Eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Bon, ça, je crois qu'on va être d'accord. On va essayer simultanément le rôle des outre-mer dans l'identité politique française. Alors moi, je dis souvent les 37 parlementaires des outre-mer. Je le dis souvent. Mais vous le dites à chaque fois que vous êtes ici. Mais attendez, mais c'est fondamental. Je vais finir par l'entendre. Mais eux, ils n'entendent rien. Les murs de Jéricho ont fini par tomber un jour. Je voudrais bien que l'autisme de cette classe politique outre-mer qui est élue je voudrais bien qu'on les entende, ces 37 davantage. S'ils viennent dans l'émission, on va être content. Hein. Je veux bien débattre avec eux. Bon, d'accord. Moi, je voudrais citer ce qu'a dit. Mais c'est pour les attirer dans l'espace. Bon, ils ont entendu le message. S'ils regardent l'hebdo, ils ont entendu le message. Je vous jure. Moi, je voudrais citer ce que dit le député socialiste réunionnais Patrick Le Breton à propos de ça. Il évoque une suppression sans discernement, dit-il. Et il ajoute, en voulant supprimer l'effet d'aubaine de ceux qui tournent la loi, on risque de punir les salariés natifs d'outre-mer qui veulent rentrer au pays pour leur retraite. Ça faudrait effectivement. Et finalement, ce n'est pas un premier pas vers la remise en cause du principe même de l'indexation. Et on suit un peu ce que dit Dominique Volton. Alors, Éric Zemmour. Écoutez, moi, il me semble que le problème de fond, mais on l'a déjà évoqué, c'est pas la première fois qu'on discute de ça. Je pense que c'est très compliqué. Dominique a très bien parlé là sur ce sujet. Je suis vraiment d'accord avec lui. Je voudrais simplement prolonger, dire que il me semble qu'il y a toujours, je crois l'avoir déjà dit d'ailleurs, il y a un problème des régions, des territoires et des départements d'outre-mer, c'est que c'est des économies largement subventionnées et qui sont, par rapport à leur zone géographique, des oasis de richesse et de droits sociaux. Ça a deux conséquences majeures. Premièrement, on en a déjà parlé ici, un appel d'air, évidemment, des populations autour. Ah oui, c'est l'Eldorado, quoi. Exactement, surtout que, en fait, il y a des proximités ethnico, évidemment. Donc c'est l'histoire de Mayotte, on en a discuté 100 fois. Bref. Et il y a un deuxième problème, au-delà de ça dont on parle jamais, qui est d'après moi, mais je suis pas un grand spécialiste de sujet, qui est d'après moi que, du coup, ils ne profitent pas à plein de l'effet de leur zone géographique. En clair, les pays pauvres, au moins, ils sont pauvres, mais ils bénéficient de délocalisation, de tourisme, de luxe, ils sont coincés des deux côtés, quoi, en fait. Et là, ils n'en bénéficient pas non plus. Et je crois que le problème de fond, moi je pense qu'il faudrait régler ça et effectivement aller, alors vous dites supprimer l'indexation, oui, supprimer l'indexation. Essayer de supprimer... Lançons ce débat, si j'ose dire. J'ai pas de certitude, c'est des sans certitude. Voilà. Vous voyez, il n'est pas si arrogant que ça, il est sans certitude. Non, c'est vrai, parce que, Dominique Volton, sur ce sujet-là. Brièvement, mais vous savez que... Brièvement, parce que j'aimerais que Samir Sabi puisse prendre la parole. Je crois que la seule solution, il y aura toujours une différence de revenus. Faut-il supprimer l'indexation? Oui, attendez, je vais répondre en tournant un peu le truc. Il y aura toujours, puisque c'est la France outre-mer, il y aura des territoires qui sont plus riches que ceux alentours. Et donc je crois que la vraie question, c'est pas de supprimer ou pas de supprimer, c'est d'ouvrir ces territoires qui sont trop refermés sur eux-mêmes, sur leur égoïsme, sur la zone culturelle, économique d'alentour. On ne peut pas parler en France, notamment, de co-développement, de développement durable et compagnie, et ne pas se dire, mais bon sang, grâce à nos 10 collectivités territoriales, nous avons constamment un enjeu de développement durable. Et donc, par conséquent, il faut obliger la Réunion, les Antilles, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, enfin ces 10 collectivités, à faire beaucoup plus de coopération avec la région d'alentour. Et en faisant beaucoup plus de coopération... Comment on fait pour les bananes guadeloupéennes ou martiniquaises avec l'Amérique centrale en face? Ça, c'est un problème qui n'est pas seulement franco-français, c'est aussi un problème européen. Je vous rappelle la bataille qu'avait menée Rocard là-dessus. Mais c'est normal que la mondialisation pose ces questions. La tragédie, c'est de ne pas les traiter. Moi, c'est tout à fait normal qu'il y ait des mécanismes de solidarité, de marchés régionaux développés. Ce que je veux dire par là, c'est que la richesse de la France,
puissance économique quand même entre la 3e et la 5e, serait qu'elle se serve de l'argent qu'elle a pour qu'au travers ces dom-toms, ces DOM et ces collectivités territoriales. Ces pays d'outre-mer, voilà, ces dom-toms, enfin, peu importe beaucoup de dénominations. Oui, parce qu'on est des génies pour faire des réformes administratives tous les 6 mois, mais on touche pas l'économique et le social. Bon. Eh bien, qu'on fasse de ça, de ces zones pilotes du co-développement et du développement durable. Moi, je serais ravi que si on faisait de l'outre-mer les laboratoires du développement durable pour la France. Alors, Samir, vous êtes suppression d'indexation ou ouvrir ces régions, ou faire les deux, ou comment? Éventuellement, mais alors justement, peut-être ouvrir, parce que c'est vrai que c'est une nécessité. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, supprimer l'indexation, ça voudrait dire qu'il va y avoir un handicap à un moment donné ou à un autre. D'ailleurs, le chef de l'État prévoit la suppression. Est-ce que c'est pas mieux? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Mais alors, s'il prévoit seulement de faire 90 millions d'économies sur plusieurs années en supprimant cette indexation, je vois pas forcément l'utilité. Il y a pas un apport énorme. En tout cas, il économise pas. C'est pas une économie tant que ça. C'est pas énorme. Voilà. Donc la carte de famille nombreuse. Exactement. Voilà, ça rapporte pas grand-chose que de la supprimer. C'est terrible. Et symboliquement, c'est terrible pour ces personnes-là. Et juste un truc, c'est que peut-être que le Breton a également raison sur un point, c'est qu'il aurait fallu. C'est l'habitude un petit peu peut-être du système Sarkozy, c'est de ne pas se concerter et en tout cas en parler avec. Si, on l'a vu. Sur l'université, il a trop exagéré. Parfois, il concerte. Non, mais attendez, là, on parle, mais en tout cas, on va laisser ça. Il a parlé du système. Et moi, je voudrais poser la question. C'est une décision unilatérale. J'aimerais poser la question à Wallace Catra, qui, à ma connaissance, est le seul qui ait vécu outre-mer et qui en est natif ici. D'ailleurs, je vais passer ma retraite d'outre-mer. Quand il a compris quelque chose aujourd'hui. Non, je crois que il y a un problème de méthode finalement, et c'est vrai que la question de l'indexation, c'est un petit point dans quelque chose qui nous arrive, qui va toucher l'indexation, qui va toucher le retour à l'étage des avantages fiscaux outre-mer. Mais je crois que dans ces cas-là, il vaut mieux poser le problème de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est une manière de refonder en fait les relations entre l'État, de plus en plus pauvre finalement, de moins en moins riche, en déficit ou en faillite comme on voudra. Donc cet État-là, avec ces collectivités qui effectivement pour beaucoup vivent avec un assistanat assez fort. Donc ces économies-là, comment on repose nos relations avec les régions, l'intégration économique dans les différentes régions. Donc voilà une occasion de poser un vrai débat pratiquement national. Qui dit comment on fait pour se réorganiser. Et là-dessus, je crois qu'il faut mobiliser effectivement l'ensemble de la représentation nationale sur place, l'ensemble des élus, l'ensemble des forces économiques, etc. Et donc je crois que c'est un vrai débat sur où vont les aides, comment sont faites les aides, et pourquoi ne pas l'aborder par le petit bout, uniquement de cette retraite-là, de l'indexation des retraites, mais dire, voilà, je crois que tout le monde a compris que il faut rebaser les choses. Il nous reste 5 minutes d'émission. Dominique Volton, essaie d'être bref parce que je voudrais quand même dire à juste titre qu'il y a un risque de populisme dans cette critique des indexations de retraite, ou un peu de démagogie, parce qu'on pointe du doigt, mais on ne dit rien sur les 30 années de politique fiscale sur les investissements qui ont été extrêmement favorables. Oui, les lois fiscales qui permettent. Autrement dit, c'est 2 poids 2 mesures. Et si on veut vraiment réexaminer, il faut tout réexaminer à plat. Cher Dominique. Et éviter du populisme comme ça. Et j'ajoute que si on prenait comme grille de lecture, on vient de nous casser les pieds avec le Grenelle de l'environnement, etc. Moi, je donne un slogan politique à toute la classe politique de droite et de gauche. On fait des outre-mer les laboratoires du développement durable. Ben, je vous garantis que ça change de perspective politique. Parce que là, à ce moment-là, vous avez une utopie, un projet politique, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, du multiculturalisme, de la lutte contre le racisme, la récupération de la richesse, de la diversité culturelle, mais ça change tout. C'est pas la peine de faire à Paris, pendant 3 mois, tout un tam-tam sur le développement durable, et ne pas s'apercevoir que nos laboratoires de développement durable, des îles Kerguelen jusqu'à l'ensemble du Pacifique, c'est exactement la France dans les Outre-mer. Voilà. Astéric Volton a trouvé la potion magique pour l'Outre-mer? Non, c'est pas une potion magique, c'est une utopie politique. On va laisser Éric Zemmour. Non, je voulais simplement le répondre sur un point, c'est que quand il dit, il a pas tort d'ailleurs, les privilèges fiscaux et tout, mais... Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a raison, mais ils sont là, oui. Ça, il y en a quelques-uns qui ont eu quelques bénéfices supplémentaires pour les retraites, hein. Il a tout à fait raison, mais... Et pas toujours outre-mer. Il oublie de dire jamais outre-mer. Jamais outre-mer. C'est qu'au départ, c'était fait pour le développement. C'est toujours la même question. C'est que on essaye. C'était fait pour le développement économique
de la région. Et là, ça a permis le développement économique d'un certain nombre de professions Oui, libérales mais parce en que, métropole. mais on est bien Pour dire d'accord, les mais choses, parce que c'est clairement. toujours la même question, c'est qu'on essaye de compenser une situation économique malsaine, où il y a beaucoup trop de subventions, d'assistanat et tout, par des avantages fiscaux. C'est le drame français partout. En fait, les dom-toms, je m'en rends compte en discutant là, sont une espèce d'incarnation métaphorique, français. ouais, d'un certain mal français. Pas du mal français, mais d'un certain mal C'est français. pas un révélateur. Mais je Alors. connais quelqu'un qui a écrit beaucoup là-dessus. Il s'appelle Volton, je crois. Enfin, Ben, bon. très bien. Volton Dominique, et on n'est jamais Vous mieux voyez, servi je- par soi-même, tu Voilà, fais tout à l'heure. j'ai rien dit, j'ai rien dit. Les journalistes de temps en temps peuvent lire. Mais autre chose je que des fais ça. messages Alors, d'agents. je fais que ça, je fais que ça. On va essayer de terminer cette émission, il nous reste 3 minutes. Pour une fois, on va pouvoir aborder la rubrique qui suit toujours ce qu'on a aimé et détesté. Alors, qui veut commencer? Et il y en a l'un d'entre vous qui a Moi, je veux bien quelque chose à commencer. dire. Ah, Dominique Volton, on Très laisse court. tourner la parole. Monsieur, une Très chose que court. j'ai pas aimé, si vous voulez, c'est pas les contradictions de la politique gouvernementale, mais c'est qu'on oblige Ramayad et j'oublie Kosciusko-Morizet. Nathalie en 48 Kosciusko-Morizet. heures, qu'il y ait des cafouillages au niveau de la politique, non, c'est normal. Que les uns et les autres soient pas d'accord, c'est normal. Qu'il y ait des ratés de communication politique, c'est normal. Ce qui, je trouve, est pervers dans un espace politique complètement médiatisé, où tout le monde voit tout et où le citoyen est très intelligent, c'est qu'on oblige un ministre qui a fait quelque chose qui est contradictoire au discours de la langue de bois dominante, de revenir et de dire l'inverse de ce qu'il a dit. Parce que là, si vous voulez... Les excuses publiques vous Voilà. ont choqué. C'est pas une excuse publique, c'est un changement de ligne radical en 24 heures. Et tout le monde a compris qu'ils sont pas d'accord entre eux, tout le monde a compris que c'est cafouillage, tout le monde a compris qu'il faudra bien évidemment une position cohérente du gouvernement comme toujours en politique, mais bon, au minimum que l'homme et la femme qui a été hors de la doxa dominante se taisent, mais qu'on l'oblige à faire des fausses déclarations publiques, ça je trouve que ça ne c'est sert ni la vraiment, démocratie, ni la politique. Enfin, on l'oblige parce qu'elle a bien voulu, hein. Elle n'était pas obligée non plus. Pardonnez-moi, Ça Éric Zemmour. ça ne vous étonnera pas, Ouais. mais je ne suis absolument pas d'accord avec Dominique. Ah bon Non, je Bon. pense au contraire que dans un gouvernement normal, avec une solidarité gouvernementale normale, Mais c'est pas c'est-à-dire, ce que je dis. j'ai pas fini ma phrase. Laissons Dans Éric Zemmour un dire ce gouvernement qu'il a à qui n'est dire. pas composé comme un casting, comme il l'a été là, mais avec des vrais rapports de force politiques, Madame Ramayad aurait sauté quand elle a critiqué l'arrivée de Kadhafi, Madame Fadela Amara aurait sauté quand elle a dit qu'elle ne voterait pas Sarkozy, Kosciusko-Morizet aurait sauté quand elle a insulté son ministre de tutelle. Ça, c'est dans un gouvernement normal. Or, aujourd'hui, le gouvernement est un casting, c'est la prime à la belle gueule, comme disent certains députés UMP, je mets entre guillemets, c'est... Il dit En pas plus, il y a le forcément des syndrome, trucs totalement il y a le syndrome, contradictoires. il y a le syndrome Juppette qui fait que les femmes sont intouchables. C'est pas ce que dit un article ce matin dans un journal, dans un quotidien gratuit aujourd'hui, je veux dire. Il se trompe. alors, Moi j'essaie de prendre un peu de distance Mais, par rapport à ça, mais hein. c'est vachement Vous êtes- intéressant. Alors, C'est très intéressant. Là, un Parce que microscope, il y a- l'autre a une paire de jumelles. Non, parce qu'il y a Bon, effectivement on va deux demander à lignes. quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Il y a effectivement deux lignes et elles s'affrontent. Normalement, il y a un choix politique. Là, Des fois il y a 3 lignes, il y a 4 lignes. oui, d'accord. Mais là, normalement, ça se fait par les ministres justement. Et là, il n'y a Voilà. plus voilà. On comprend bien. Bon, Samir, un mot sur ça ou sur autre chose. Ouais, parce que sur là, autre chose peut-être, ce que j'ai Ouais. plus ou moins aimé, en tout cas ce qui a été un petit peu risible, c'est qu'on apprend finalement, qu'on constate que l'Allemagne aurait envoyé et participé à la formation de forces de sécurité à Tripoli, en Libye, entre 2005 et 2006, donc tout à fait secrètement, au moment où Angela Merkel décide de donner des leçons à la Chine. Donc j'ai trouvé ça un peu amusant. Ah bah oui, c'est pas mal, effectivement, pour finir. Voilà, est-ce que tu as un mot pour terminer? Il nous reste 20 secondes d'émission. Je sais pas si au moment de la diffusion ça va, mais je voulais juste dire que Aimé Césaire, qui est un de nos grands poètes, donc a été hospitalisé et que on sait pas ce que ça va donner, pas comment mais la situation va que évoluer, c'est un homme de l'outre-mer qui a apporté beaucoup et à la France et à la littérature mondiale. Voilà, alors juste avant de terminer, je ne sais pas, au moment où nous enregistrons cette émission, Aimé Césaire est entre la vie et la mort. Bien entendu, François jouera son rôle. Nous avons avec nous le directeur de François qui vient d'en parler. Nous surveillez les programmes. Dès que nous avons une nouvelle, quelle qu'elle soit, bien sûr, vous seriez les premiers informés. Voilà, bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu.